Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, du 12 au 15 juin prochain, la ville de Passepébiac accueillera la 11e édition des Jeux 50 ans et plus. Nos objectifs sont de promouvoir la pratique de l'activité physique, organiser un événement annuel qui soit une source de valorisation et de motivation pour les 50 ans et plus, sortir les aînés de l'isolement et améliorer la qualité de vie des aînés. On rencontre Jacques Langelier du Centre Action bénévole Gascon-Percé. Bon, Carrefour d'information aux aînés, communément appelé le CIA. C'est un service, là aussi, il y a des bénévoles qui sont formés. Il y a une personne responsable au Centre d'Action bénévole. Et ça vise à faciliter la tâche des personnes qui ont un peu de difficulté quand ils appellent au gouvernement, qui ont un peu de difficulté à remplir des formulaires pour l'allocation de logement, la sécurité de la vieillesse, la régie des rentes. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Pauvier. Ensuite, j'enchaîne encore avec, encore une fois, du charbon. Donc, on trouve plein de choses dans le charbon. C'est un pot en fer très formé. C'était trouvé en 1912 en Oklahoma. Ça date de 300 millions d'années. Décidément, 300 millions d'années, c'était une... Oui, c'est... Comme je vous dis, ça a été trouvé à des profondeurs et on est certain de la datation de la roche. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Du 12 au 15 juin prochain, la 11e édition des Jeux 50 ans et plus aura lieu à Passepébiac. Mon collègue journaliste Ghislain Gagnon de Télévague a préparé le reportage qui suit. C'est devant une salle bondée que les 11e Jeux des 50 ans et plus ont été lancés lundi dernier. Le vice-président des Jeux, M. John Lapointe, nous rappelle la mission de l'événement. Notre mission est d'organiser un événement régional mettant en valeur les personnes de 50 ans et plus, le sport, le loisir, la culture, le bénévolat, le travail d'équipe et la réalisation des participants. Nos objectifs sont de promouvoir la pratique de l'activité physique, organiser un événement annuel qui soit une source de valorisation et de motivation pour les 50 ans et plus, sortir les aînés de l'isolement et améliorer la qualité de vie des aînés. Mais les Jeux, c'est pour qui? C'est pour toute personne de 50 ans et plus. Tous sont invités à participer à l'événement. Nous attendons cette année 1400 participants et nous aurons besoin de 250 bénévoles pour organiser l'événement. Les gens qui désirent s'impliquer peuvent d'ailleurs déjà communiquer avec la ville hôtesse, la ville de Passepébiac. L'invitation est lancée aux personnes de 50 ans et plus des 9 MRC suivantes: Matane, Matapédia, Métis, Haute-Gaspésie, Côte-de-Gaspé, Rocher-Percé, Bonaventure, Avignon et les îles de la Madeleine. Les Jeux sont également ouverts aux gens d'extérieur, que ce soit des amis, des anciens Gaspésiens qui vivent en ville, ou encore à des personnes du Nouveau-Brunswick, ou toute personne de 50 ans et plus qui sont intéressés ou qui veulent faire de l'activité physique et venir rencontrer des Gaspésiens et avoir une fin de semaine de rêve dans le sport et le loisir, bien, ils sont tous invités à participer. C'est avec une grande fierté que la ville de Passepébiac reçoit ces Olympiades qui nécessiteront la mobilisation de 250 bénévoles, comme le rappelle le maire, M. Paul-Arthur Blais. Les membres du conseil se joignent à moi pour assurer que Passepébiac, ville hôtesse et partenaire de ces Jeux, ne ménagera aucunement ses efforts pour être à la hauteur des aspirations des concurrents et participants pour cette occasion qui se profile comme marquante. Organiser plus de 23 activités compétitives à l'intérieur de 2 jours. Il faut admettre que ça relève du défi. C'est pourquoi il importe que la population s'implique à titre de responsable d'activité et ou de bénévoles, puisque nous en avons besoin, plus de 250. Je salue ces femmes et ces hommes des divers comités qui sont à pied d'œuvre depuis déjà quelques mois, et à celles et ceux qui vont s'y ajouter pour les épauler et s'assurer ainsi du succès de ce projet. Enfin, permettez-moi de lancer une invitation aux 50 ans et plus de la région gaspésienne et des îles de la Madeleine à venir nous rencontrer du 12 au 15 juin prochain pour participer à ces Jeux et partager, entre autres, des moments inoubliables, puisque notre programme est
des plus intéressantes, soyez assurés. Un gros merci à chacun et à chacune de votre attention et aussi de votre présence. Monsieur Jean-Yves Chapadeau agira comme président d'honneur des Jeux qui comprend 23 disciplines. Les 50 ans et plus s'amuseront au badminton simple et double, baseball poche, billard, bridge, course, le cribage, le golf, la marche prédiction, la marche rapide, le mini-pot, la natation, la pétanque atout, la pétanque intérieure et extérieure, les quilles, le rondelot, les sacs de sable, le Scrabble anglais et français, le vélo de route, la voile et le whist militaire. Le budget des Jeux est d'environ 200 000 $ et aura des retombées économiques de 250 000 $ pour la ville hôtesse. Le financement se réalise en partie grâce au grand tirage d'une Ford Fiesta 2014. Les billets sont en vente au coût de 5 $. La période d'inscription se tient jusqu'au 27 avril. Ceux qui désirent s'inscrire doivent s'adresser à leur club des 50 ans et plus ou en ligne au www.urlsgym.com, ainsi que par téléphone avec Audrey Bastien au bureau des Jeux au 388 50 99. Bien, mesdames, messieurs, à notre section entrevue de cette semaine, nous recevons en studio M. Jacques Langelier, coordonnateur au Centre Action bénévole Gascon-Percé. Bonsoir, M. Langelier. Bonsoir, Mirko. Ça va toujours bien? Ça va très bien encore. Alors, on se rencontre encore une fois Oui. pour faire le point sur quelques dossiers importants au niveau du Centre Action bénévole. On va débuter avec un sujet que je crois que c'est la première fois qu'on en discute à Grande-Rivière. Oui, je pense qu'ici, c'est la première fois. Je pense que c'est la première fois que j'en parle là, dans une entrevue. D'abord, quand tu dis quelques dossiers, c'est peut-être, je ramène quelques dossiers, il y en a un nouveau là-dedans, là, mais quand je les ramène, c'est un petit peu pour répondre à plusieurs questions des gens, parce que les gens nous appellent particulièrement pour certains services. Des fois, on fait certaines annonces, on n'est pas très bien compris, donc là, je veux juste ajuster les choses là-dedans. Ça permet de faire une mise au point, puis de bien informer les gens, puis rafraîchir Exactement. la mémoire. Oui, des fois, on est oui. bombardé d'informations. C'est pas toujours facile de tout retenir, Non, ça. non, là. non, absolument. Donc, Grand-Maman Caresse, en quoi ça consiste? Bon, Grand-Maman Caresse, c'est un nouveau service. En fait, il existait déjà ce service-là il y a quelques années. Mais comme le service était moins demandé et plus du tout demandé, bien, les bénévoles se sont comme fatigués d'attendre là-dedans et ont dit, garde, je vais passer à d'autres choses. Là, on a travaillé, Grand-Maman Caresse, c'est un service de soutien parental. Puis on a travaillé beaucoup avec le CLSC là-dedans, parce qu'on travaille toujours ensemble de toute façon. Puis le CLSC nous disait, bien, je commence à avoir des demandes, je commence à avoir des parents qui sont épuisés, familles monoparentales ou pas, qui ont besoin de répit un petit peu. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose là-dedans? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit oui, on va embarquer là-dedans. On offre du répit, les bénévoles offrent du répit aux parents d'enfants de 0 à 6 mois. Et c'est vraiment du répit. C'est pas du gardiennage. C'est pas parce que moi je suis en forme, puis à un moment donné je vais aller magasiner, qu'on va faire, on va demander un bénévole. Le bénévole, il est là pour donner du répit. Donc moi comme parent, par exemple, je me sens un peu fatigué. Le CLSC, il suit les nouveaux parents avec leurs enfants pour une grande période. Puis à ce moment-là, il y a une expertise qui est faite. Puis la travailleuse sociale ou le travailleur social du CLSC nous appelle en disant, j'ai des parents, ils sont vraiment fatigués. Ils dorment presque plus. Puis l'enfant, bien, serait de valeur, tu sais. Oui, parce qu'entre guillemets, des fois, on va avoir des parents qui ont des enfants, je dis bien entre guillemets, Oui. qui sont dits faciles, mais parfois, l'enfant, il va être en parfaite santé, mais il ne fait pas ses Ah, nuits, il dort une absolument. heure ou deux, ou il dort Oui, le jour. absolument. Pour Alors, avoir c'est- passé par là, on vient complètement lessivé. c'est oui. ça. Puis c'est des cas de répit, puis c'est vraiment le bénévole. Le bénévole va offrir de 1 heure à 2 heures de répit. OK? Bon, on va toujours écouter le besoin de la Ça personne. me semble peu. Bien, c'est le bénévole qui fait ça, qui décide ça. D'accord. OK? Je t'explique. Nous autres, on demande au bénévole est-ce qu'il était capable d'offrir un 2 heures de répit. Il dit oui, j'ai pas de problème. Il peut arriver que le besoin de la personne dit, par exemple, j'aimerais avoir du répit le mercredi de 1 heure à 4. Alors, nous autres, on reçoit ce besoin-là. C'est le besoin de la personne. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir le bénévole. Puis on dit voici le besoin de la personne. Le bénévole peut me dire j'ai aucun problème, je vais aller à 1 heure, je vais partir à 4 heures. Mais il peut me dire aussi, je ne peux pas aller d'1 heure à 4. Je peux juste aller d'1 heure à 3.
Donc, c'est ça qu'on va offrir. Ce Donc, sont des bénévoles. Dans le fond, le service est ajusté, Il est ajusté. de C'est la toujours le meilleure, de la bénévole meilleure qui décide. façon possible Oui. qu'on peut réussir à servir le client, Ouais. entre guillemets. Oui. Et puis, des fois, ça peut fonctionner. C'est vraiment le bénévole qui décide. Puis ça se peut que le bénévole me dise « Oui, je pourrais de 1h à 4, mais mercredi, je ne peux pas. Mais jeudi, je pourrais, par exemple. » OK, d'accord. Puis je pourrais 2 fois par semaine, puis je pourrais le faire, en tout cas. Ça, est-ce que c'est un service qui est gratuit? Oui, Donc, tout à fait gratuit. La seule chose, c'est que nous autres, on a une entente de service avec le CLSC pour couvrir les frais de kilométrage. Comme on n'a pas, si par exemple, je ne sais pas, moi, il y a quelqu'un de Grande-Rivière qui a besoin de ce service-là, mais que j'ai seulement un bénévole de disponible pour le besoin à Pabot. Le CLSC nous dit, prends un bénévole de Pabot s'il veut y aller, et nous payerons le kilométrage. Parce que nous autres, on ne peut pas le faire. C'est impossible. c'est un superbe de beau service. Oui, hein? c'est un très bon service qui vient de reprendre, là, on a pris du terrain avec ça, là, puis il y a déjà eu des expériences de fait, là, puis c'est extraordinaire. D'autant plus qu'on travaille en partenariat. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a eu un petit boom de bébés dans la MRC du Ben, Rocher-Percé dernièrement? Je ne suis pas trop informé s'il y Ben, je avait eu crois que c'est un le boom cas. de bébés, Je mais crois que c'est le oui, cas. ah, ça se Oui, peut. il y a eu Ça plusieurs se peut. naissances cette année. Ça se et peut. puis, Ah, ben, c'est tant mieux. En tout cas, il y a des services pour ça. Carrefour d'information des aînés. Bon, Carrefour d'information aux aînés, communément appelé le CIA. C'est un service, là aussi, il y a des bénévoles qui sont formés. Il y a une personne responsable au Centre d'action bénévole. Et ça vise à faciliter la tâche des personnes qui ont un peu de difficulté quand ils appellent au gouvernement, qui ont un peu de difficulté à remplir je sais pas, moi, des formulaires pour l'allocation de logement, la sécurité de la vieillesse, la régie des rentes. Puis des fois, il y a aussi ce qu'on appelle l'allocation du survivant. Nous autres, on s'est rendu compte, d'après les statistiques, là, je pense que c'est la FADOC qui avait sorti ça l'année passée ou l'année d'avant, à l'effet qu'au niveau du Canada, tu avais à peu près 40 000 personnes qui n'avaient pas le plein montant de supplément de revenus garanti. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas au courant de leurs droits. Et il arrive souvent, puis je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir 80 ans pour ça, qu'on appelle au niveau du gouvernement, on est un petit peu pressé, puis faites-le un, puis faites-le deux. Votre appel est important pour nous, soyez en un. On vient, bon, on va dire, laissez faire. Tout ça là, j'ai le droit à un certain montant, mais c'est comme pas facile. Alors, les bénévoles formés sont là pour ça, mais ce qui est intéressant là-dedans, Mirko, c'est qu'on ne fait pas le travail pour la personne. On va l'aider à accomplir sa tâche. On donne des outils. Oui, on donne des outils. Donc, ça veut dire une fois que la personne, idéalement, c'est d'aller chez la personne. Parce que la personne a toute sa paperasse chez elle, elle a toutes ses affaires bien classées. Puis à ce moment-là, bien, ce qu'on fait, c'est que soit un bénévole va là, ou soit personne du Centre d'action bénévole, et on va l'aider. On dit, on ne fait pas pour toi. On va te dire comment faire, puis garde, aie confiance. Puis ce qui est valorisant là-dedans, c'est que la personne, d'abord, on sort de là, la personne me dit, c'est terriblement intéressant parce que la prochaine fois, je vais être capable de le faire seul. Et pour le bénévole, qui a favorisé l'autonomie de la personne, c'est doublement valorisant. Alors, c'est un service, on dit, regarde, vous appelez, si on peut le faire, on peut, si on ne peut pas, on ne peut pas, mais on est là pour aider la personne à répondre à son besoin. Et j'imagine, pour peut-être des gens se posent la question à la maison au niveau de la confidentialité, au niveau de l'encadrement, pas d'inquiétude là-dessus? Non, aucune inquiétude pour ça. Parce que c'est quand même des chiffres qu'on partage. C'est comme tous les bénévoles, dans le fond. Disons, par exemple, on parlait de soutien parental. Oui. Moi, je vais à domicile et à ce moment-là, c'est tout à fait confidentiel. À moins que le bénévole, comme dans n'importe quel service, regarde autour de lui et se dit, bien, peut-être que la personne âgée est victime de telle chose, ou peut-être que l'enfant que je suis en train de garder, entre guillemets, il me semble qu'il n'a pas l'air aussi en forme que je pensais. Donc, les bénévoles sont... C'est confidentiel. On est là pour assurer la protection des gens aussi. Sensibles et éveillés aux gens de service qu'ils offrent. Oui, exact. Oui. Système de sécurité, fonctionnement partenaire, système de sécurité, j'imagine, c'est Système Père. Système Père. Le fameux Système Père. Oui, le fameux Système Père, mais de plus en plus, on essaye de ne pas utiliser, même si c'est encore ça, Système Père. Moi, je dis toujours système de sécurité, ça va peut-être éclairer mieux les gens. D'abord, c'est un système qui est tout à fait gratuit et qui s'adresse à toute personne qui vit de l'insécurité. C'est sûr que plus on vieillit, plus on risque de vivre de l'insécurité parce qu'on perd des gens autour de soi, on perd notre santé un petit peu, hein? Ça peut arriver comme ça. Mais il est arrivé un cas il y a 2-3 ans où c'est un jeune qui était venu travailler à Chandler, un jeune d'une trentaine d'années. Il se casse un pied, il commence le matin, il se casse un pied. Et bon, il va à l'hôpital lui parle du système de sécurité. Il dit, moi, j'ai aucune famille par ici. Fait que je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Je n'ai pas le goût de retourner en ville encore puis de me réinstaller. Je suis installé ici. Fait qu'à ce moment-là, le CLSC, l'hôpital nous l'a référé. Puis à ce moment-là, lui, ce qu'il voulait, c'est que le téléphone sonne au moins chaque matin pour qu'on puisse savoir, OK, je suis correct. Fait qu'il l'a appris, ça a duré 1 mois et demi.
Mais il n'y a pas d'âge pour ça. Bon. Donc, c'est un service gratuit. Puis je veux assurer les gens qu'on va, pour ce service-là, on va rencontrer les gens à domicile. Et on leur explique très bien comment ça fonctionne. C'est tout à fait confidentiel. Puis pour assurer la sécurité des gens, bien, c'est sûr que ça me prend des personnes ressources. Ça veut dire que si je ne réponds pas, il doit y avoir 2-3 personnes qui savent où je suis. Puis je dois savoir exactement où, si vous avez, je sais pas, des lunettes, les médicaments, des prothèses dentaires, des aides à la marche, des choses comme ça. Il faut que je sache exactement l'endroit où ils sont dans la maison. Alors, si la personne répond, puis c'est la personne qui décide du jour et de l'heure qu'elle veut que je l'appelle. Je décide de rien, c'est tout elle qui décide ça. À ce moment-là, on l'appelle, normalement, 9h30 le lundi, elle répond. Ça veut dire au centre, c'est tout informatisé. Telle personne, j'ai aucune inquiétude. OK? On dit, si vous vous sentez mal, ne répondez pas. Si jamais il arrive quelque chose et ça ne répond pas, à ce moment-là, je dois aller chercher mes 3 personnes ressources. Si mes trois personnes ressources, je dois en trouver une là-dedans qui va aller vérifier. Parce que c'est des personnes qui ont la clé. Donc, des personnes de confiance. Et si ces 3 personnes-là ne sont pas disponibles, à ce moment-là, moi, on travaille en concert avec la Sûreté du Québec. Et à ce moment-là, la Sûreté du Québec se rend à domicile. Et si elle juge que pour telle raison, la vie de la personne est en danger, on a l'autorisation par la personne, soit de briser une porte ou une fenêtre. Alors à ce moment-là, les ambulanciers interviennent, les policiers interviennent, et la personne reçoit tous les services. Et si jamais, par exemple, il y a des médicaments que c'est important qu'elle prenne, des lunettes, un dentier, des choses comme ça, c'est tout marqué sur la feuille. Donc, c'est un super de beau service pour les gens qui sont seuls à la maison, oui. d'un certain âge. Ça Puis permet que ça peut répondre à leurs domicile. besoins. Ben oui, mais bien sûr, bien Ouais, sûr. Et encore une fois, c'est un service qui est gratuit. Oui, tout à fait gratuit. Puis ça, c'est pas un système non plus. C'est pas un service là, que, comme n'importe quel service au Centre d'action bénévole, qu'on doit garder tout le temps. Ça se peut que j'ai besoin de ça pour 3 mois. Puis qu'après, non, je me sens correct. À ce moment-là, on le débranche. En devenant cas, ça serait une personne à un âge assez avancé qui voudrait quand même l'avoir sur une longue période. On s'entend une personne de 90, 95 ans. Il y en a des gens de cet âge-là. On en a qui vivent à domicile. Ça peut être un service qui va être, disons, sur une longue période? Il peut être. Oui. C'est toujours la personne qui décide. Nous, les services au Centre d'action bénévole, c'est vraiment la personne. On explique c'est quoi le service et on dit est-ce que ça répond à votre besoin. Oui, on y va. Bon. Non, pas plus mauvais ami pour ça. On se reprend sur d'autres choses. Vous me disiez en préparation d'entrevue qu'il y a quelques personnes qui téléphonent pour avoir des nouvelles en ce qui concerne le comptoir vestimentaire. Il y aurait eu une petite pause, mais c'est dans le but de bien préparer la période printemps-été, j'imagine? Exactement. C'est parce que moi, je fais toujours un message. Quand le comptoir vestimentaire ferme pour faire le transfert justement des vêtements, je fais toujours une annonce à la radio. Et quelquefois, il est arrivé que des personnes m'ont appelé et m'ont dit « Comment ça se fait que le comptoir vestimentaire est fermé? » Bien là, c'est parce qu'on fait le transfert des vêtements. « Ah, bien là, c'est correct. » Fait que là, je veux dire à la population de ne pas s'inquiéter. Je dis de ne pas s'inquiéter parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés, puis beaucoup de gens qui ont besoin de ce service-là aussi. Alors, le fonctionnement, je le rappelle, c'est qu'on a 3 jours semaine avec des rendez-vous pour des personnes dites à faible revenu. Et je rappelle que le faible revenu, c'est pas juste j'ai l'aide sociale. L'aide sociale, tu peux être riche là-dessus, c'est impossible. Il y a le salaire minimum qui rentre en ligne de compte, puis il y a l'assurance emploi aussi. Alors, c'est des gens qu'on peut aider. C'est à minime coût. Les gens sortent avec un paquet de vêtements. Ça fait que c'est 3 jours semaine pour ça. Les 2 autres jours, le mardi et le jeudi, j'aimerais dire à la population aussi qu'on est ouvert 2 jours porte ouverte. Bon, il y a des gens qui nous disent « Comment ça fait que je t'apporte du linge et que tu le vends? » Oui, c'est très, très facile à comprendre, c'est que nous autres, on est toujours en besoin d'argent. Donc, 2 jours semaine, on va dire toute la population en général. Si vous voulez avoir des vêtements à faible coût, des beaux vêtements, venez, on va vous le vendre à l'article. Et ces argents-là qu'on ramasse, c'est comme si la population me disait, au lieu de te donner de l'argent, je vais te donner du linge, puis tu t'organises à faire quelque chose avec. À ce moment-là, on vend ça, ça nous donne un certain montant d'argent, et ça nous permet d'abord de maintenir les services que j'ai. Donc, j'ai tant d'accompagnement médical, j'ai tant de popotes roulantes, je peux les maintenir. Mais s'il y a d'autres argent qui rentrent, je peux augmenter mon nombre de popotes roulantes. Donc, si j'ai 4 personnes qui attendent, ces argents-là vont permettre justement de faire en sorte de garder les services existants et d'en rajouter là. Alors ça, c'est encore la population, j'en parle souvent de la population de la MRC-Roche-Percée et de sa générosité, c'est encore eux autres qui font la grosse différence là-dedans. De l'autre côté, c'est une façon aussi d'encourager l'organisme et de pouvoir permettre de donner une meilleure offre de service. Mais c'est un excellent un service qui fonctionne là, extraordinaire. Puis on a un très beau comptoir vestimentaire, très, très beau. La table de concertation pour contrer les abus envers les personnes âgées, c'est encore quelque chose qui est d'actualité. Hein? Oui,
Nous autres, là, on peut dire de la table de concertation, je pense que c'est la 3e ou 4e année, mais je ne me trompe pas beaucoup. Si tu te rappelles bien, Mirko, on était venu ici à un moment donné, une année. On travaille beaucoup sur la sensibilisation. Ça fait partie de notre plan de travail, si tu veux. Là. Puis on avait commencé par faire une pièce de théâtre où la personne était victime de différents abus là-dedans. On faisait de l'animation pour faire en sorte que les gens soient sensibilisés au fait que, oui, ça existe. C'est pas juste les vieux pays, puis à Montréal, à Québec, ça existe ici aussi. On ne veut pas être alarmiste là-dedans, mais on dit soyons vigilants, ça existe. Alors, l'année passée, ce qu'on a fait, on a dit on va encore travailler beaucoup sur la sensibilisation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu l'idée de faire des napperons. Et on est allé voir, je pense qu'il y avait 15 ou 16 restaurants entre Port-Daniel et Percé. Et je dirais pas, je vais dire 99,8% ont dit oui, on les prend. Alors, on a ciblé la journée du 15 juin parce que c'est la journée internationale pour contrer les abus. Et on a dit, on va essayer de mettre les napperons soit la veille, la journée, puis l'après. Donc, tu avais 2-3 jours pour faire une sensibilisation. Puis le napperon, lui, il parle aussi. Il y a des statistiques dessus. Il y a un petit test, genre, t'as-tu déjà vu telle chose? T'as-tu déjà témoin de telle chose, telle chose? Si oui, ça se peut que cette personne-là est victime d'abus quelconque. Cette année, on a décidé encore de sensibiliser. Parce qu'on pose des actions, mais il faut sensibiliser les gens au fait que ça existe. Puis quand les gens voient le napperon, par exemple, on va encore le refaire cette année. Sauf qu'au niveau des restaurants, on n'ira pas cette année. On va plus aller vers les clubs de 50 ans et plus, premièrement. Et deuxièmement, on va faire la sensibilisation sur une échelle un petit peu plus élargie. Donc, au lieu de la faire 2-3 jours dans le mois de juin, par exemple, on va peut-être la faire à partir du mois de mai. Puis les clubs d'âge d'or, habituellement, une petite pause l'été, comme on fait tout à un moment donné. En septembre, ils reprennent. Ils pourront continuer septembre, octobre, peut-être novembre, quand il y aura des soupers, à mettre ces napperons-là sur leur table. Alors, ça veut dire qu'on aura fait l'année passée une sensibilisation quand même intéressante. Et cette année, on décide de l'élargir encore plus. Et puis, je ne sais pas si vous êtes au courant, M. Langelier, mais cette petite pièce de théâtre qui avait été tournée à l'intérieur de notre studio sur notre chaîne YouTube, la chaîne TVCGR, est l'une de nos vidéos les plus populaires. Ah oui? Oui. Ben, c'était très bon aussi, on a eu des bons Oui, tout à fait. Puis la madame, elle a beaucoup de talent. Hein? Sous forme de monologue quand même sur plusieurs minutes. Et puis j'invite les gens, s'ils veulent voir ce sketch-là, la chaîne YouTube de TVCGR. Et puis, toujours d'actualité. Toujours d'actualité. Et puis malheureusement, c'est une réalité qui est présente et il faut y être sensible. Puis si je peux me permettre de rajouter, je n'irai pas jusqu'à dire la MRC Rocher-Percé, j'irai jusqu'à dire que je pense qu'au niveau national, la forme d'abus la plus répandue, c'est l'abus financier. Et il faut dire une chose, c'est que aussi, dans la sensibilisation, on dit toujours aux gens, l'abus, là, c'est très subtil. Des fois, je suis victime d'abus, mais je ne suis pas sûr que je le sais. Je donne un exemple, la personne qui dit à son fils, son voisin, peu importe, « Bon, mon chèque est arrivé, peux-tu me chercher tant d'argent? » Je ne sais pas, moi. Bon, je ne sais pas, la madame, donc à 1000 $, tiens. Et il lui remet 200 $. J'ai tout payé, madame, j'ai tout ci, j'ai tout ça. Mais peut-être que ce qui devrait revenir, c'est 400 $. Mais elle, 200, c'est correct. Tout est payé, puis garde à 200 $. C'est quelque chose. Ouais, c'est pas, on ne veut pas dramatiser, mais on dit ça existe. Conscientiser. Oui, conscientiser, voilà le mot. Et puis, naturellement, le Centre Action bénévole Percé, ça le dit dans le nom, hein, Centre Action bénévole, on est toujours en recherche de bénévoles. Toujours en recherche de bénévoles. Moi, je dis souvent, regarde, les gens qui viennent au Centre d'Action bénévole, de façon générale, restent au Centre d'Action bénévole. On a que ça fait 25-30 ans bientôt qu'ils sont là. Une famille de bénévoles. Oui. Les gens viennent, puis c'est toujours à leur rythme. Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Puis il y a aussi un encadrement qui est très intéressant au Centre d'Action bénévole. Il y a beaucoup d'activités récréatives, beaucoup de journées de formation, il y a des déjeuners, il y a la semaine de l'Action bénévole. Il y a toutes sortes de choses dans l'année auxquelles on est conviés, puis on est toujours à l'aise de dire j'y vais ou j'y vais pas. Si j'y vais pas, je n'ai pas à compter ma vie. Je n'y vais pas, point final. Mais il y a toutes sortes de choses intéressantes qui se passent là-dedans. Alors, pour les gens qui seraient intéressés à faire partie de cette belle famille, de cette grande famille de bénévoles, ou tout simplement avoir de l'information générale sur l'ensemble des services, peut-être en terminant, rappeler les coordonnées. C'est ça, on est toujours au 390 René Lévesque Ouest, 689-6023. Puis j'en profite pour inviter la population, si jamais les gens veulent venir voir, je parle des bénévoles membres et aussi des personnes qui ne sont pas membres, à ne pas gêner pour venir au Centre d'Action bénévole. On se fera un plaisir de s'arrêter puis de vous faire visiter puis de vous expliquer l'ensemble des services qui sont offerts également.
Alors, M. Langelier, ça termine pour cette rencontre mensuelle, disons. Jusqu'à la prochaine. Alors, au plaisir de se revoir. Merci de votre visite à Merci, l'émission Reflet Mirko. d'ici. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement. Toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Cette semaine, nous allons regarder ensemble des artefacts insolites. En fait, c'est en faisant un petit peu l'émission de la semaine précédente sur l'Égypte, tout ça, je suis tombée sur des découvertes archéologiques un petit peu insolites, puis ça m'a amené à me dire, ça serait intéressant comme émission. Je crois qu'on va voir de belles images et quelques descriptions d'images au fur et à mesure que ça va évoluer dans l'émission, c'est bien ça? Exactement. Puis oui. ça va être beaucoup des artefacts qui sont... en fait, c'est des artefacts qui sont trouvés dans un endroit étrange ou surtout à une époque étrange. C'est comme si on trouvait, je sais pas moi, une vidéo VHS qui date de 2000 ans. OK. Donc, c'est des artefacts qui sont Des pas artefacts, supposés... pour ça, les maisons qui ne savent pas c'est quoi, c'est référence à des objets quelconques. Exactement. Ça va être, on va faire une fouille archéologique. On peut trouver comme de la poterie, une arme ancienne. Et ça, on appelle ça des artefacts. Des artefacts. Au Bourg de Port-Beau, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, exactement. Et dans plusieurs musées, d'ailleurs. Donc, c'est ça. C'est des objets qu'on a trouvés et qui, souvent, ne concordent pas avec l'époque. Parce qu'on peut dater la pierre. Si on creuse, par exemple, à 40 pieds, et selon le type de pierre, on peut savoir avec exactitude que cette pierre-là date de 200 millions d'années, par exemple. Aussi par rapport à ce qu'on va trouver autour, par exemple, des os de dinosaures. Donc, c'est ce qui amène à pouvoir dire avec précision, telle chose a été trouvée dans la pierre qui date de 200 millions d'années, et c'est pas logique. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, je commence avec le disque de Sabou qui a été trouvé en Égypte en 1936. Donc, c'était trouvé dans la tombe du prince Sabou 3000 ans avant Jésus-Christ. Ça fait 61 cm. C'est fait en schiste, c'est un type de pierre. Et au centre, il y a un orifice qui peut recevoir un axe de roue ou de mécanisme inconnu. Donc, comme je disais, ça date de 3000 ans avant Jésus-Christ. Le problème, c'est que la roue est seulement apparue en Égypte en 1600 avant Jésus-Christ. Donc, c'est Joseph Farman-Bombardier qui aurait aimé trouver ce genre de structure-là. Hein? C'est assez, oui, c'est assez particulier parce que ça, c'est une espèce... Ça semble moderne comme objet. Hein? Bien, quand on regarde ça, les égyptologues ne trouvent pas de fonction logique, ni ornementale, ni rien. On se demande à quoi ça servait. C'est quand même assez élaboré comme structure. Donc, comme design aussi. Donc voilà. Deuxième objet, c'est l'oiseau de Saqqara. Donc, toujours en Égypte, en 1891, ça a été découvert à Saqqara, dans le tombeau de Padi Imen. Ça, c'est 200 avant Jésus-Christ. Ça fait 18 cm et c'est fait en bois de sycomore. Et on a fait des reproductions et c'est extrêmement aérodynamique. La structure, on voit un dessin. Et les ingénieurs ont étudié l'oiseau de Saqqara. Et c'est vraiment fait sur un modèle d'avion, si on veut. Le même aérodynamisme. Donc, les gens sont assez intrigués, les égyptologues. On l'a classé dans les jouets d'Égypte parce qu'on ne savait vraiment pas dans quoi le classer. Ah oui? Oui, on ne savait vraiment pas à quoi ça sert exactement. On a découvert que c'était... Puis si je comprends bien, ça fait référence à des principes d'aérodynamisme qui sont modernes. Qui sont modernes et qui, théoriquement, en Égypte, on ne connaissait pas. Donc, c'est quelque chose qui méduse... C'est Tao, les cités d'or. Hein? Voilà. Et je continue, toujours dans le même domaine, cette fois-ci avec les Incas. Ça date de l'an 500 à 800. Donc, c'est en Amérique du Sud à la période précolombienne. C'est sûr, quand on voit ça, ça ressemble à un avion. C'est des statuettes en or. Donc, ça possède des ailes, des queues stabilisatrices et un train d'atterrissage. Et encore une fois, c'est aérodynamique. Donc, pour certains vont voir, c'est des oiseaux, ça représente une déesse ou un dieu. C'est vrai que ça pourrait être une explication de faire référence aux oiseaux. Exactement. Tous les oiseaux ont un train d'atterrissage. Mais c'est sûr, les goélands ont un train d'atterrissage. Tout le monde sait ça.
Donc, c'est quand même intriguant. Tu sais, on ne sait pas, j'avance pas d'hypothèse, c'est juste intriguant de voir pourquoi ils ont fait quelque chose comme ça. J'enchaîne avec, cette fois, des traces de pas. Ça a été découvert en 1987 au Nouveau-Mexique. C'est un fossile qui date de 290 millions d'années. Oh boy. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme moderne, l'Homo sapiens, est apparu il y a 200 000 ans. C'est assez établi dans la science. OK. Et même si on recule, disons qu'on veut reculer à l'Homo erectus, on parle de 2 millions d'années, l'Australopithèque, peut-être quelque chose comme 7 millions d'années. Donc là, on parle d'une trace de pas de 290 millions d'années. Encore une fois, comme je disais au début, on peut dater par rapport à la pierre, la profondeur que ça a été trouvé et le type de pierre. On peut savoir avec exactitude, ça date, disons, de 200 millions d'années de l'époque des dinosaures. Donc, c'est assez intriguant. Phénomène. La science n'a aucune réponse. Donc, on peut imaginer ce qu'on veut, mais n'a aucune réponse. Et il y a seulement une empreinte de pied? Oui, on a trouvé une empreinte. Et c'est pas la seule. On a trouvé d'autres empreintes de pieds qui datent de bien avant l'apparition de l'homme moderne. Donc, c'est assez intriguant. Ensuite, j'enchaîne avec la figurine de Nampa. Ça date, c'était trouvé en 1889 dans l'Idaho. Ça date de 2 millions d'années. Ça a été trouvé à une profondeur de 300 pieds. On creusait un puits, en fait. Ça mesure 1,5 pouce. Donc, ça représente une femme. Et une autre façon qu'on a eu de dire, bon, c'est très ancien, c'est que c'était recouvert d'une couche d'oxyde de fer rouge qui s'est formée, qui se forme seulement après une certaine période d'années. Donc, les géologistes, évidemment, c'est leur science, peuvent savoir avec exactitude dater ces objets-là. Donc, c'est assez, 2 millions d'années, l'homme moderne n'est pas apparu encore, donc c'est assez intriguant. Non, ce sont des trouvailles qui doivent être des petits joyaux pour ceux qui les trouvent. Évidemment, là, c'est... Tu réussis à identifier quelque chose que c'est tellement incohérent. C'est incohérent. Et on a dans la science, dans l'archéologie, on a une espèce de branche qui est des objets comme ça qui sont trouvés à une date qui n'est pas logique. Donc, on n'explique pas. C'est assez intriguant. J'enchaîne avec Vinama. Ça, c'est une espèce d'objet volant, si on veut. Ça date de 400 ans avant Jésus-Christ. Ça date de l'Inde, donc la culture indienne. En fait, eux, ils ont des manuscrits. C'est 230 versets. C'est écrit sur ces machines qui les décrivent. Comment les construire, de quelle façon ça vole, le décollage, la navigation et même quoi faire pour éviter une collision avec un oiseau. Ah oui. Ça voyage à la vitesse du vent. Donc, c'est assez intriguant de savoir pourquoi on a pris la peine d'écrire des manuscrits complets pour décrire comment construire une telle machine et comment la faire voler. Donc, c'est assez... J'ai vu ça à l'époque d'aujourd'hui, moi. Les vaisseaux de Star Wars avec la façon de les construire au complet, la mécanique et tout. Ah oui, c'est... Peut-être pas aussi structuré que ça, mais on s'amuse à faire ça. On s'amuse, les fans, à faire des... Ah, c'est assez fascinant. Ah oui, c'est fascinant. Donc, c'est encore une fois un mystère de la science. J'enchaîne avec... on se déplace en Irak. Ça date de 5900 ans à 4000 ans avant Jésus-Christ. Des lézards humanoïdes. C'est assez particulier, une image vaut 1000 mots, donc on ne sait pas exactement ce que ça représente. Ça ressemble à des lézards et on a découvert vraiment un art complet dédié à cette espèce. Je ne sais pas si c'était une divinité pour ce peuple-là. Okay. Donc c'est assez intriguant de voir. Assez particulier. On enchaîne avec la pierre de Mazong. Cette fois-ci, c'est en Chine. Ça date de plusieurs millions d'années. C'est une tige incrustée dans la roche. C'est futé comme une vis. Bon, certains croient que c'est un météorite. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que ce n'est pas les seuls. Il y a plusieurs roches de ce type-là qui ont été trouvées. Entre autres, en Russie, un peu la même chose, mais cette fois-là, il y avait 8 vis filtrées à l'intérieur des roches. C'est intriguant. Donc, c'est intriguant. À quoi ça sert? Pourquoi ça a été mis là? Donc, c'est encore une fois là, très, très ancien. J'enchaîne avec le Triomphe de l'été, qui est une toile qui date de 1538. C'est une tapisserie par un artiste belge. Ça décrit une ascension victorieuse. Il y a plusieurs objets assez intrigants dans le ciel que vous allez voir en haut à gauche. Et il y a l'image suivante, vous allez mieux les voir. Donc, c'est assez intriguant de savoir. Bon, pour certains, c'est un objet volant non identifié.
Donc, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que l'artiste a voulu représenter parce que ça ressemble... Ça porte interprétation. Oui, ça ressemble à ce qu'on appelle les ovnis de nos jours. Et ça date encore une fois de 1500 ans. Ou simplement un nuage. Ou c'est une façon de représenter des nuages aussi. Donc, dans tous les exemples que je vous donne, c'est sûr qu'il peut y avoir d'autres hypothèses. Ça dépend de notre interprétation. Mais c'est quand même assez intriguant. J'enchaîne avec une pièce de monnaie. On reste dans le même domaine, qui date de 1680 en France. C'est une pièce de monnaie en cuivre qui montre, qui ressemble encore une fois à un objet volant non identifié. Et encore une fois, les scientifiques, les experts en monnaie n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que ça représente. Puis c'est pas l'unique pièce de monnaie, on a déjà trouvé d'autres pièces, encore une fois, avec la même représentation. Une belle pièce, par contre. Hein? Oui, très, très, très jolie. Donc, encore une fois, un mystère. Et ensuite, on se déplace en Roumanie avec un angle, si on veut, qui a été trouvé. Ça date de 11 000 ans. C'est un bloc en forme d'angle en aluminium. C'était trouvé à 35 pieds de profondeur dans le sable. C'était près d'os de mastodontes qui sont disparus. Ça pèse 5 livres, ça mesure 20 cm environ. Donc ça, c'est fait artificiellement, ça, on en est certain. Pourquoi? Parce que l'aluminium ne se trouve pas à l'état naturel de façon si pure. Parce que l'aluminium, de façon industrielle, ça a été produit pour la première fois en 1825. Là, je vous parle d'un objet de 11 000 ans. Donc, encore une fois, il y a des ingénieurs qui ont étudié l'objet. Est-ce que c'est une civilisation extrêmement développée qui est disparue? On parlait dans l'émission précédente des pyramides. Bon, il y a des gens qui disent... Ça ressemble à un outil qui aurait pu servir à ça. Hein? C'est la référence à laquelle je pensais quand tu me parlais. Exactement. Donc, c'est une hypothèse qu'à un moment donné, sur la Terre, il y avait une civilisation beaucoup plus développée qui a disparu pour X, Y, Z raisons et qui avait des outils comme ça. Ensuite, on enchaîne avec les spirales de Narada. Donc ça a été trouvé en 1991 en Russie. Ça date de 20 000 ans. C'est dans les sédiments d'une mine d'or. C'était trouvé en 3 et 40 pieds. Certains mesurent seulement 1/10 millième de pouce. Donc le plus gros, c'est en cuivre, et les plus petits, c'est du tungstène et du molybdène, qui sont des métaux très rares. Ben oui. Donc, c'est évidemment des pièces qui ont été faites artificiellement. On voit que c'est très formé et ça date de 20 000 ans. C'est minutieux. Donc, c'est assez impressionnant. 20 000 ans, là, si on se recule sur l'échelle humaine, c'est la préhistoire, et c'est l'homme des cavernes. Donc, c'est assez impressionnant. Ensuite, j'enchaîne avec... on trouve souvent des choses dans le charbon. Cette fois-ci, ça a été trouvé en Russie en 2013, c'est récent. Ça date de 300 millions d'années. Donc, c'est le morceau de roue dentée, c'était incrusté vraiment dans le charbon. Puis, ils ont fait des analyses, c'est de l'aluminium pur. Évidemment, encore une fois, fait artificiellement, comme je vous l'ai expliqué, parce que... ça ne se retrouve pas à l'état naturel? Naturel, de cette façon-là. Donc, c'est assez intriguant parce que... Je comprends donc. C'est une roue dentée. Donc, 300 millions d'années. Si on recule l'époque des dinosaures, pour vous donner une idée, c'était 200 millions d'années. Bien, ça recule tellement loin qu'on a l'impression que tu vas disparaître. Oui, je suis en train de disparaître avec le décor en arrière. J'ai fini par y faire référence. On a laissé les gens se questionner un peu. Oui, pourquoi? C'est parce que c'est ça, j'ai une... Jocelyne a mis un chandail couleur vert chroma key. J'ai la même couleur que le fond. Donc, si on voit à travers Jocelyne, ne paniquez pas. C'est pas vous qui hallucinez. C'est simplement une relique du passé qui est en train de refaire apparition dans l'émission. Oui, c'est Retour vers le futur. Je suis en train de disparaître. On regarde la photo à tous les 2 minutes pour savoir il faut qu'on se dépêche à terminer. Si à la fin de l'émission, je vais disparaître. Ensuite, j'enchaîne encore avec, encore une fois, du charbon. Donc, on trouve plein de choses dans le charbon. C'est un pot en fer très formé. C'était trouvé en 1912 en Oklahoma. Ça date de 300 millions d'années. Décidément, 300 millions d'années, c'était... 300 millions d'années, tu penses? Oui, comme je vous dis, ça a été trouvé à des profondeurs et on est certain de la datation de la roche. Hey. Là, on voit, on a refait une reproduction pour montrer comment c'était incrusté dans la pierre. C'était dans une mine, très profond. Donc, tu restes bête, comme on dit, quand tu trouves quelque chose comme ça. J'enchaîne avec le mécanisme denticitaire. C'est très fascinant, je ne connaissais pas ça. Ça a été découvert en 1901 dans une épave d'une île grecque.
Ça date de 150 ans avant Jésus-Christ. Là, ça a l'air vraiment de rien, mais c'est un mécanisme en bronze pour calculer le mouvement des étoiles, des planètes, les éclipses, le calendrier, les dates des Olympiques. Là, ce que vous voyez, c'est vraiment les artefacts qu'on a trouvés, là, les parties. C'est l'objet le plus complexe jamais trouvé de l'Antiquité. C'est 37 roues dentées. C'est une précision des horloges suisses du 19e siècle. Hey. C'est un calculateur analogique, et le premier calculateur analogique, là, ça date de 1870. On parle d'un ordinateur, là. C'est carrément un ordinateur. Ça pouvait calculer, on tenait compte des éclipses, du déplacement. Donc, et assez étonnamment, le peuple grec n'est vraiment pas reconnu pour ses découvertes scientifiques. C'était pas leur branche, comme on dit. Et là, c'est une reproduction qu'on a fait, là. C'est assez incroyable. Ben oui. Qu'ils aient arrivé avec une précision comme ça du 19e siècle. Donc, on ne se l'explique pas. C'est un grand mystère. Ça fait longtemps qu'il y a des gens brillants qui se promènent sur notre planète. Voilà. C'est ce qu'il faut conclure. Donc, ce qu'on disait aussi, si le peuple grec avait été persévérant dans ses découvertes scientifiques, l'ère industrielle aurait été précédée 1000 ans plus tôt, à ce point-là. Tellement, là. Ensuite, j'enchaîne avec les crânes de Paracas. Ça date de 1928 au Pérou. Quand tu vois ça, tu fais ça. Ça date de 3000 ans. Ça a été, en fait, il y en a 300 qui ont été trouvés dans une tombe. C'est intriguant. Qu'est-ce que c'est? On ne le sait pas. Il y a certains peuples qui pratiquaient... on aplatissait le crâne. C'était une espèce de rituel petit à petit. Quand c'était bien fait, il n'y avait pas de dommages au cerveau. Donc, on aplatissait le crâne pour ça donnait une espèce de prestige pour les dirigeants. Mais ce qu'on voit, les crânes, c'est que ça n'a pas été aplati, c'est que la boîte crânienne est de beaucoup plus grande qu'une boîte crânienne normale. Donc, on n'a aucune explication logique. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente. Là. C'est dans un musée, là. C'est assez intriguant. Ben oui. Ensuite, j'enchaîne avec la carte de Pyrrhus. Ça date de 1513 en Turquie. Ça a été écrit sur une peau de gazelle. Donc, ça représente l'Europe, l'Afrique du Nord, le Brésil, les îles, certaines îles et l'Antarctique. Ce qui est assez intriguant avec cette carte-là, c'est que ça décrit la topographie de l'Antarctique sans la glace. Ce qui est important de savoir, c'est que l'Antarctique est recouvert de glace depuis 6000 ans. Et la carte date de 1513. Comment le navigateur a pu savoir à quoi a l'air l'Antarctique sans la glace, on ne sait pas. Un autre mystère. Non, encore un mystère de la science. Est-ce qu'on est en mesure d'évaluer si c'était correct? Oui, c'est ça, c'est qu'on est arrivé avec les cartes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on peut savoir ce qu'il y a sous la glace avec les radars. Oui. OK. Donc, on a pu voir que c'était une représentation ça représentait de façon... sans la glace. Ça rajoute au mystère. Exactement, donc on n'arrive pas à comprendre. Ensuite, je termine avec le manuscrit de Voynich que j'ignorais. Ça a été découvert en 1912 dans un monastère italien. Ça date des années 1400. C'est écrit sur du vélin, qui est une peau de veau, qui est très recherchée par les gens qui font la calligraphie. Donc, c'est un manuscrit dans une langue inconnue, avec un alphabet inconnu. Ça représente, on essaie de le déchiffrer depuis 100 ans. Ça représente la biologie, la botanique, la pharmacologie et l'astronomie. Hey, c'est spécial. C'est dans illustré. Une langue qu'on n'arrive pas à... Ouais. Pas connu. Comme ça, ce qu'on voit, c'est des nymphes. Donc, quelque chose théoriquement qui n'existe pas. Ça représente des variétés de plantes totalement inconnues sur Terre. Donc, c'est assez intriguant. Ça représente aussi des géométries très étranges et ça représente le système, les étoiles, l'astronomie. Et ça date de 1400. Donc, ça fait 100 ans qu'on essaie de le déchiffrer. Tout ce qu'on a réussi à déchiffrer pour l'instant, c'est le nom de quelques étoiles et c'est tout. Incroyable, hein? Tu tombes sur quelque chose comme ça. Là. Donc, encore une fois, on peut sortir plein d'hypothèses, mais moi, c'est le côté intriguant. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente? Là? Il y a beaucoup de choses de l'humanité qu'on ne connaît pas encore, donc c'est assez spécial. Et c'est des objets qui risquent de susciter l'intérêt encore pendant plusieurs années. Exactement. Pour ne pas dire pendant plusieurs milliers d'années. Je n'irai pas jusque dans les millions, mais chose certaine, là, ça pique la curiosité. Oui, il y en a encore beaucoup qui restent à découvrir, évidemment. Oui. Et donc, quand on regarde un petit peu sur Internet et l'actualité, c'est intéressant de voir les découvertes. C'est une capsule divertissante, fascinante, très intéressante encore une fois. Et le plaisir de la chose, c'est qu'elle revient la semaine prochaine. Bien sûr. Donc, au plaisir de se voir la semaine prochaine. Avec plaisir.
Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@hotmail.com ou directement sur notre compte Facebook Télévision communautaire de Grande-Rivière. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ces émissions. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. Alors, je vous dis merci et à la semaine prochaine.